Vous écoutez Baoculture Radio, des podcasts dédiés à la culture du bâti, à écouter sur espatium.ch. Bonjour, cette semaine, et pour le tout premier podcast de la Baoculture Radio, nous sommes partis faire un petit tour du côté de Fribourg pour retrouver la magnifique abbaye de Hauterive, dont le chantier de restauration s'est achevé après une quinzaine d'années. Pour le découvrir, je suis allé à la rencontre de Jean-Luc Rym, architecte, enseignant et spécialiste du patrimoine. Comme toujours, pour accompagner votre écoute, vous trouverez les plans et les images qui accompagnent ce podcast sur espatium.ch et sur le compte Instagram Baoculture Radio. Bonne écoute. Bonjour Jean-Luc Rym. Bonjour Marc Frochot. Vous êtes, on pourrait dire, l'architecte en chef, je ne sais pas comment... Ouais, on peut dire, ouais. Qui a suivi le chantier de l'abbaye de Hauterive pendant, si j'ai bien compris, pendant près de 20 ans. Un chantier qui s'est achevé au mois de juin dernier. Et voilà, on est là pour parler un petit peu de comment ça s'est déroulé. Alors oui, on est en charge de tous les bâtiments du site d'Hauterive, mandatés par la Fondation d'Hauterive. Et depuis 20 ans, on s'occupe de leur entretien, de savoir qu'est-ce qui est nécessaire, qu'est-ce qu'il faut faire à ces bâtiments pour qu'on puisse les transmettre aux générations futures. On est dans un site assez particulier. L'église a été fondée en 1138, il y a presque 900 ans. Et depuis 900 ans, ce sont les mêmes usagers, des moines cisterciens, qui y vivent et qui chaque jour passent 4 heures dans cette église Sainte-Marie d'Hauterive. Cette église nécessitait beaucoup de travaux d'entretien, les toits étaient plus tout à fait étanches, il y avait beaucoup de remontées d'humidité, le bâtiment était très sale. Et puis, on savait qu'on allait vers une restauration qui a duré 4 ans. Mais les moines, 4 ans sans leur église, c'était quelque chose de difficile pour eux. Et ils nous ont dit assez vite, ok, on peut s'occuper de l'église, mais on aimerait aussi faire une réflexion sur l'espace liturgique. Comment on fait la messe? Comment on se comporte avec nos fidèles? Et depuis Vatican II, en 1965, l'église catholique a décidé de faire communion avec les fidèles, d'être ensemble. Et la disposition de l'église d'Hauterive, où les moines étaient cachés dans des stalles du XVe siècle derrière une grille, totalement séparés des fidèles, les mettait mal à l'aise. Et là, il y a eu une réflexion et un architecte français, Jean-Marie Dutilleul, qui a été appelé pour accompagner les moines dans cette évolution liturgique, qu'elle puisse se faire en lien entre l'architecture et le besoin spirituel, et pour nous, les besoins techniques. Et c'est ainsi que vous avez fait un projet qui a, si je me souviens bien, créé une petite polémique. On a fait un premier projet que vous aviez présenté dans la revue Tracé, qui était très ambitieux, qui consistait à déplacer les stalles du XVe siècle, les retirer vers la nef pour créer un grand espace entre le chœur de l'église et les stalles pour y amener les fidèles lors de la messe. Et ce projet-là était un petit peu provocateur. Il a créé l'IR de la Commission fédérale des monuments historiques qui a été très remonté contre tout ce qu'on proposait malgré le fait qu'on ait fait un travail très sérieux et consciencieux. Donc on a dû reprendre l'ouvrage sur le métier, les moines, Jean-Marie Dutilleul, nous comme architectes d'opération. Et il y a une solution assez fantastique qui a été trouvée, c'est que les célébrations religieuses, les messes, se font non pas tous ensemble en déplaçant les stalles, mais ce sont les fidèles qui se déplacent dans l'église. Et là, on reconnaît et on remet en place une théâtralité qui a existé durant tout le Moyen-Âge dans l'église catholique. Alors comment se déroule cette nouvelle théâtralité ? Au début de la messe, les fidèles sont dans la nef, sur des bancs, avec toute cette première partie, et après, avec le père abbé, avec la communauté, ils montent tous ensemble jusqu'au cœur de l'église, autour de l'autel et dans les stalles historiques. Donc ça a été le grand changement spatial qui a été mis en place, et tout ça accompagné par une restauration de l'église, nettoyage des décors peints, restauration des stalles qui étaient du XVe siècle, mais qui avaient des fondements qui avaient été abîmées par l'humidité, donc elles ont été restaurées pièce par pièce en atelier, donc elles ont été démontées, ramenées, on a pu remettre en état les fondations de ces stalles et on les retrouve aujourd'hui, c'est un joyau. Combien de messes se déroulent chaque jour ?
Il y a 7 offices chaque jour, où les moines prient depuis le matin jusqu'au soir, enfin la nuit jusqu'au soir, et pendant ces offices, toutes les personnes qui le souhaitent peuvent aller dans les stalles avec eux. Et c'est là que j'aime bien faire mes petites visites avec la participation de ce moment magique où on se trouve un peu en lien avec une dimension spirituelle, en lien avec quelque chose de très puissant qui vient de 900 ans d'histoire. Mais alors là, c'est un véritable changement de paradigme apporté par le travail de restauration. C'est ce qui m'a le plus ému, frappé ou enthousiasmé de travailler sur cet objet-là, c'est qu'on est dans une continuité temporelle incroyable. Nos démocraties, elles ont 150 ans, mais le monde cistercien, il a 900 ans. Le monde monacal, créé par Saint Benoît, il a 1500 ans. C'est la seule utopie de l'humanité qui a survécu ou qui a vécu si longtemps. Alors on sait qu'aujourd'hui, en Europe, il y a un grand déclin de la religion, mais je pense que même si on n'est pas catholique, on peut vraiment trouver et passer des moments magiques à Hauterive. C'est un lieu de calme, un site naturel incroyable et une église qui a retrouvé une puissante sérénité qui nous met vraiment à l'aise. Et puis de savoir que les moines depuis 900 ans prient pour que le monde aille mieux, pour que nous comportions aussi avec intelligence dans ce monde un petit peu mouvementé. C'est des endroits où on se ressource et qui font du bien. Donc je conseille à tous vos lecteurs et auditeurs d'aller faire un petit tour à Hauterive et de passer un petit moment avec les moines. Catholiques ou pas, vous y trouverez un moment de bonheur. Mais comment est-ce que tu as été approché par les moines à l'époque ? Comment est-ce que tu as finalement obtenu ce mandat ? Alors, je viens d'une époque qui était très différente de celle d'aujourd'hui, où on favorisait les rapports humains, les compétences, et on se donnait le temps de bien faire les choses. Et en fait, à Hauterive, il y a toujours eu un architecte conseil qui a, comme le nom le dit, conseiller la fondation, fait les travaux d'entretien, organisé les travaux de restauration. Et quand mon prédécesseur Giuseppe Gerster est arrivé à la retraite, ils ont cherché quelqu'un pour lui remplacer. 3 personnes ont été auditionnées, et puis sur un feeling, parce que j'étais jeune et j'avais pas une énorme expérience dans le patrimoine, on m'a fait confiance, et puis je me suis senti redevable de mériter cette confiance et de donner le meilleur de moi-même et le meilleur de mon bureau pour arriver à une certaine excellence. C'est ce qu'on visait avec la restauration de l'église d'Hauterive, une excellence. Et pour arriver à une excellence, il faut avoir des moyens. Ça, c'est pas l'architecte qui le trouve, mais heureusement, il y a eu un président de fondation, il y a eu des politiques, il y a eu des amis d'Hauterive qui ont trouvé les 10 millions qu'il fallait. Ça, c'était important. Et puis après, il nous faut les meilleurs artisans pour arriver à l'excellence. Et comment est-ce qu'on s'y prend pour obtenir les meilleurs artisans ? Pour arriver à trouver les meilleurs artisans, si vous faites juste un appel d'offres, comme on les fait malheureusement un peu stupidement aujourd'hui en marché public où il n'y a que le prix qui compte, là vous êtes perdant. Il faut vraiment rédiger les cahiers des charges, utiliser aussi toute la souplesse des marchés publics pour aller chercher le meilleur quand on est dans des montants raisonnables et avoir ces gens-là. Et puis après, avoir les meilleurs artisans, c'est une chose, mais ils ont aussi leurs travers, comme j'ai mes travers, et c'est important dans un processus de restauration qu'il y ait une contradiction, que les questions importantes soient mises en discussion. Et puis là, on a constitué différents groupes de travail. Un groupe de travail qui s'occupait de tout ce qui est la restauration des décors peints, qui a plutôt eu une attitude assez conservatrice, très retenue. Un autre groupe de travail avec des spécialistes qui s'occupaient de l'espace liturgique, du travail qu'on a fait avec Jean-Marie Dutilleul pour être sûr que le projet final soit le meilleur. On a eu un autre groupe de travail qui s'est occupé de la restauration du grand vitrail. Il y a une grande verrière de 1320-1330 à l'abbaye d'Hauterive avec des vitraux de cette époque-là en partie qui restent et qui avaient été amputés de 2 travées dans la partie basse. Ça avait été à la place de vitraux lumineux remplis par des bouchons en molasse, tout simplement parce que devant il y avait un grand autel de l'époque baroque qui empêchait toute lumière d'entrer, donc on n'a pas jugé nécessaire d'y laisser des vitraux.
Alors là, il y a un enjeu qui se pose au niveau de la lumière, qui est bien sûr fondamental pour cet espace. Durant cette dernière phase de restauration, l'enjeu pour les moines, c'était de retrouver de la lumière qui vient le matin depuis la grande baie vitrée, qui date de l'époque gothique, et que cette lumière puisse à nouveau arriver sur l'autel, qui est le lieu le plus sacré pour une communauté religieuse. Donc c'est-à-dire qu'il a fallu redessiner un vitrail contemporain. Là, on avait aussi un préavis pas très favorable de la Commission fédérale des monuments historiques, mais on s'est mis en quête d'excellence de nouveau. On a organisé un processus de concours artistique. On a invité assez largement, au travers des revues spécialisées, des personnes à postuler. On ne leur a pas demandé de faire un projet gratuitement, on leur a juste demandé une page qui nous explique comment ils sentaient la mission qu'on leur confie et comment ils allaient se positionner. Et sur cette base-là, on a reçu une 40aine de dossiers et 8 artistes ont été retenus, sélectionnés pour faire un concours pour lequel ils ont été rémunérés. Chaque artiste a reçu 10 000 francs. Il y a eu un jury, mais pas un jury anonyme. On a fait des discussions, des jurys intermédiaires pour faire évoluer le projet. Et là, on a eu la chance d'avoir un projet magnifique de l'artiste Catherine Lichty, qui est tout à fait contemporain dans sa facture, dans les techniques utilisées, mais qui s'insère de manière harmonieuse au vitrail du XIVe siècle, avec, quand on entre dans l'église, une impression générale d'unité, alors que quand on se rapproche du chœur, là, tout d'un coup, on voit que c'est des éléments très contemporains, et puis il y a une envolée de colombes de paix au travers de ce vitrail qui fait du bien dans notre société aujourd'hui, où il faut de nouveau, là j'insiste, il y a de l'espoir, il y a des êtres humains magnifiques, il y a de la sérénité dans certains endroits, dont l'abbaye d'Hauterive. Et comment est-ce qu'on réalise un vitrail qui doit ressembler à un vitrail médiéval avec les techniques contemporaines ? Cette œuvre, elle pouvait être construite qu'aujourd'hui parce qu'elle avait besoin des techniques d'aujourd'hui, du jet à haute pression pour découper les vitraux, la forme géométrique est liée à une formule qu'un mathématicien a inventée il y a 3 ou 4 ans, c'est des nombres apériodiques, donc c'est quelque chose qui n'aurait pas pu être fait en 1970 et qui est vraiment daté 21e siècle. Et ça, c'était la volonté du jury du concours de trouver une œuvre contemporaine qui s'intègre au vitrail existant et à l'église. Mais cette histoire du vitrail, alors, elle soulève une question fondamentale, qui est même au cœur du problème de la conservation et de la restauration. Quelle époque on choisit de remettre en valeur dans une église, une abbaye qui a 900 ans, qui doit donc ressembler à un épais palimpseste de couches historiques entremêlées, qui va du Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui. À certains moments, vous avez bien dû décider, vous avez dû trancher sur les parties qu'on choisit de montrer et ce qu'on va finalement abandonner. Alors, c'est pas l'architecte qui le choisit, c'est de nouveau un travail d'équipe qui doit être validé par les services des biens culturels, les commissions cantonales, les commissions fédérales, donc c'est un long processus. À Hauterive, j'ai parlé de ces 900 ans d'histoire de moines qui sont là, mais il y a une petite parenthèse, en 1848 et la Deuxième Guerre mondiale, il n'y a plus de communautés religieuses, les monastères ont été fermés par le régime radical, repris en main de l'État, et puis il y a eu une grande restauration pendant cette période-là, en l'absence des moines, entre 1903 et 1913, où l'église n'était plus utilisée par les moines, mais juste par les futurs enseignants qui se formaient à l'école normale, l'école des professeurs qui avait été installée dans ces bâtiments-là. Elle a été faite avec une vision laïque des choses, et à ce moment-là, ils ont enlevé tout le décor baroque des années 1700 qui consistait à un plâtre blanc sur toutes les surfaces, des meubles, des retables, des autels, des chairs noires très foncées. Tout ça, ça a été enlevé et puis ils ont retrouvé les anciens décors dont les premiers datent du XIIe siècle,
qui étaient de simples joints incisés entre des pierres. Et puis après, il y a eu des décors à l'époque gothique. On les voit encore dans les voûtes de l'église. C'est pas des briques terre cuite comme on pourrait le croire, mais c'est juste un faux appareillage, un trompe-l'œil de briques terre cuite qui a été dessiné à partir des années 1200-1300. Par la suite, il y a eu des décors Renaissance. Et on aurait pu, en 1903-10, là, se dire, ok, on reprend un de ces décors, parce que l'église a été belle à plein de périodes de son histoire. Mais là, ils ont eu une vision très muséographique des choses, où ils ont voulu garder des décors de différentes époques pour montrer comment c'était à ces différentes époques. Et ils ont même fait des choses assez saugrenues, parce que, par exemple, à la petite chapelle Saint-Nicolas, qui date des années 1300, vous avez au plafond des étoiles gothiques qui sont superposées à des arabesques Renaissance. L'un et l'autre est visible en même temps, alors que ces décors n'ont jamais été visibles en même temps. Et nous, on s'est retrouvés avec cette situation-là qui ne plaisait pas du tout aux moines d'aujourd'hui, parce que ce n'est pas leurs ancêtres qui avaient fait ça, contrairement à tout le reste. Et il y avait une envie plutôt de retrouver un décor Renaissance qui plaît aujourd'hui à notre œil. Oui, bon, on peut comprendre, mais ce n'est pas une attitude qui convient au patrimoine. Dans le domaine du patrimoine, on ne raisonne pas comme ça. On va plutôt garder les éléments qui sont empilés au travers de l'histoire, peut-être en enlever certains si on a de bonnes raisons, mais on ne peut pas changer totalement de décor. Même si on aurait eu toutes les preuves pour refaire un décor Renaissance, là, on allait vers quelque chose de trop compliqué. Donc on a plutôt travaillé sur le nettoyage des décors, en étant plus ou moins nettoyeur suivant les situations. Par exemple, au plafond, on a ce décor gothique qui est fait de fausses briques peintes, mais on a aussi des blasons de la Renaissance qui se trouvent là au milieu, qui normalement étaient d'un blanc pétant. Et puis le blanc pétant avec les briques terre cuite foncée, c'est quelque chose qui arrache les yeux. Alors on a seulement moins nettoyé les médaillons blancs pour leur garder un peu de grâce. Et comme ça, ils sont gris sur un fond rouge. Et c'est de cette manière qu'on a retrouvé la sérénité dans l'église en la nettoyant, ce qui l'a rendue beaucoup plus lumineuse que ce qu'elle était au début des années 2000, et puis en dosant le nettoyage qu'on a fait sur les différentes surfaces. Qui a fait ce patient travail de nettoyage ? On s'est attaché les services de 4 équipes de restaurateurs différentes, 4 entreprises différentes. C'était un certain challenge, mais il y avait la volonté de donner aussi une chance à différents ateliers, de ne pas donner du travail à un seul groupe qui allait sous-traiter ça à d'autres. Et on a réussi à harmoniser tout ce travail pour arriver à un résultat assez concluant. Mais globalement, c'est une approche assez conservatrice où on a juste complété certains éléments manquants et puis nettoyé les grandes surfaces. D'ailleurs, c'est un domaine où on avait un budget beaucoup plus important à disposition si des fois on allait plus loin dans la restauration ou dans la reconstitution et qu'on n'a pas totalement utilisé. Enfin, il y a un élément qui frappe dès qu'on rentre dans l'abbaye, c'est le mobilier contemporain. Qui a effectué ce travail ? Ce travail a été imaginé et ce mobilier a été dessiné par l'architecte Jean-Marie Dutilleul. Tout ça, ça a été mis en discussion dans une commission, un groupe de travail. Et la disposition principale, en fait, elle correspond à cette envie, suite à Vatican II, d'être tous ensemble. C'est quand on a des bancs à la queue leu-leu, comme dans les vieux trains des chemins de fer, on va pas vraiment discuter avec les gens devant et derrière, ni les voir. Donc on a fait évoluer le projet pour que les bancs se regardent face à face, et comme les stalles historiques du XVe siècle en fait, et comme étaient toutes les stalles dans les églises monastiques. En fait, ces bancs à la queue leu-leu, c'est une invention qui arrivait à partir des années 1700, mais avant on était plutôt dans des espaces ouverts, sans chaises, sans bancs, où on était beaucoup plus proche on avait une liturgie proche de celle des orthodoxes pendant longtemps, mais
toutes les choses se sont figées à partir du XVIIe siècle, et puis on a comme ces bancs à la queue leu qui sont installés. Mais il y a encore une abbaye cistercienne près de Cologne, en Allemagne, où on a 3 groupes de stalles. Le stall des prêtres, qui sont un peu comme celle d'Autrive, la stalle des frères malades, qui a aussi cette disposition face à face, et les stalles des convers, aussi une disposition face à face, et toute l'église est occupée que par des stalles. Et dans le monde anglican, dans les églises en Angleterre, on a toujours ce dispositif de stalles. Donc l'usage de l'espace a considérablement évolué, et à cela s'ajoute encore l'arrivée de nouveaux visiteurs. J'imagine qu'il y a eu d'autres arbitrages à opérer, notamment en ce qui concerne le climat intérieur. Comment est-ce qu'on s'y prend pour gérer ça ? Tout d'abord, il faut commencer par analyser la situation et l'objectiviser. Pendant 3 ans, on a suivi avec des spécialistes, des sondes, etc., à la pose de sondes, le climat de l'église. On a vu qu'il y avait des températures qui variaient fortement, qu'il y avait des taux d'humidité qui étaient même très élevés en été dans les voûtes. On avait de la condensation. Donc on savait qu'on devait intervenir pour garantir des températures plus constantes et des moins grands écarts d'humidité. On avait déjà dans cette église un chauffage à air chaud, où ils avaient fait pas mal de massacres dans les sous-sols du bâtiment en créant une gaine technique en béton dans les années 1950 qui amenait de l'air chaud, qui était distribué par une tuyauterie assez disgracieuse au-dessus des stalles du XIVe siècle, à 4 ou 5 mètres de haut, et cette chaleur partait chauffer les voûtes plutôt que chauffer les moines qui étaient dans les stalles. Donc on avait assez vite vu que le concept marchait pas bien. On avait des hypothèses pour y remédier, de prolonger les conduits de ventilation, de mettre une distribution de chaleur à plusieurs endroits, mais on n'était pas tout à fait sûr de notre coup, et on a fait une modélisation 3D du bâtiment, et on a regardé avec les logiciels actuels les flux de déplacement de chaleur, les zones de confort, d'inconfort. Et ça a permis d'optimiser le projet. D'instinct, on aurait mis beaucoup plus d'installations techniques supplémentaires, et grâce à cette modélisation 3D, finalement, on a limité les impacts sur le bâtiment. Mais des impacts, il y en a. Dès qu'on est dans une église où les gens sont là depuis 900 ans, où ils se font enterrer dans le site et dans l'église, il y a des corps partout qui ont été enterrés. Donc dès que vous faites un passage pour un tuyau, vous allez déranger des ancêtres et des personnes. Et c'est ce qu'on a dû faire pour améliorer ce chauffage. On a dû passer à travers le transept de l'église. Et là, on a dérangé une 30aine d'ancêtres à nos moines. Moi, ça m'a énormément dérangé. Eux étaient beaucoup plus sereins avec ça, sachant qu'ils sont venus dans cette abbaye et que dès le début, ils ont fait le vœu d'y rester toute leur vie et d'y mourir. Donc eux-mêmes vont se retrouver dans la situation de leurs ancêtres. Ils sont assez relax avec ça. Donc vous avez dû déterrer les morts. Ça a permis de faire des fouilles. Le service archéologique a pu identifier et autopsier même pas mal de corps, et ils ont pu identifier des maladies qu'avaient certaines personnes à certaines périodes. On a même trouvé parmi ces corps une femme, ce qui est un petit peu bizarre dans ce monde d'hommes cisterciens, et puis un enfant. On part de l'idée que c'était probablement des donateurs qui étaient enterrés à proximité de leur chapelle. Mais voilà, donc tout ce petit monde, on l'a dérangé. Il faut avoir du temps pour gérer tout ça, laisser les archéologues travailler correctement sans les mettre sous pression. C'est important aussi que tout le monde puisse jouer sa partition. Et on a pu amener à différents endroits de l'église une nouvelle source de chaleur, dont un peu de chaleur à l'intérieur des stalles, et on garantit 15 degrés de confort aux moines, ce qui permet aux moines de passer de 13 avec courant d'air à 15 à température constante. Et de nouveau, je rappelle qu'ils y passent 4 heures par jour, 7 offices, une messe, donc c'était assez raisonnable d'améliorer le confort sous cette forme. Mais toutefois, le changement de climat peut avoir un impact sur les matériaux. Cet air chaud, par moment en hiver, quand il fait froid dehors, il est pulsé très sec. Donc on a rajouté une batterie au monobloc de ventilation pour permettre d'humidifier cet air. En conservation, on sait qu'on devrait avoir idéalement une température de 12 degrés et puis un taux d'humidité entre 40 et 60%. Donc ça nous permet de répondre à ces critères-là.
Après, c'est toujours intéressant ces questions-là de discuter avec des vieux restaurateurs qui ont toute leur vie travaillé sur des monuments historiques, sur Valère qui a jamais été chauffé à Sion par exemple, et puis eux regardent toutes ces jauges normatives d'aujourd'hui avec beaucoup d'amusement parce qu'au travers des siècles, les églises n'étaient pas chauffées, il faisait peut-être 5 degrés en hiver, 25 en été, le bois dilatait, les peintures dilataient, et ça n'a pas fait des dégâts énormes. Donc aujourd'hui, on confond des fois un petit peu la muséographie d'un tableau de Van Gogh avec des peintures sur des murs qui sont là depuis des siècles. Donc ça signifie qu'il faut prendre un peu de distance par rapport aux normes. Je pense qu'on a inventé beaucoup trop de normes et que l'expérience, pour moi, elle vaut beaucoup plus qu'une norme. Et les normes devraient être faites de compilation d'expériences et pas seulement de calculs théoriques dans des laboratoires. Ça, c'est un postulat. Et le patrimoine est là depuis des siècles. Hauterive, 900 ans. Il a en général assez bien traversé les siècles. C'est plutôt nos bêtises à nous d'êtres humains qui ont créé des problèmes. Si on fait des transformations radicales sur des structures, le bâtiment il va commencer à se déformer. Si on change le climat, si on isole et qu'on chauffe un bâtiment qui n'a jamais été chauffé, automatiquement on va créer des problèmes de physique du bâtiment. Alors là il faut apprendre à les maîtriser et puis à faire tout ça avec beaucoup de soin et de réflexion. Enfin, il y a un autre sujet qui est très important pour une église, évidemment, c'est la lumière. Comment est-ce que vous allez, dans le travail de restauration, retrouver une ambiance qui soit adaptée aux usages contemporains, mais qui respecte, disons, l'atmosphère, l'ambiance d'une certaine époque ? Alors la lumière dans une église est importante. Dans l'église catholique, on a toujours mis le chœur à l'est, où il y a le soleil levant du matin qui a une grande capacité à pénétrer dans le bâtiment, puisqu'il part de l'horizon, il part d'assez bas. Et au travers des siècles, les églises ont toujours cherché à jouer avec la lumière. C'est un jeu entre architecture, statique et puis lumière. À l'époque romane, on ne savait pas encore faire des grandes baies vitrées, on avait des petits percements. Mais assez vite, dans les années 1300, à Hauterive, le chœur est transformé pour recevoir de grandes baies vitrées gothiques qui, là, ont permis à la lumière du matin d'entrer, d'être réchauffée, transformée par des vitraux très colorés dès 1320-1330. Donc là, il y a toujours eu ce souci de lumière. Mais la lumière était souvent irrégulière, et puis quand on y était, on venait avec sa lanterne à bougie ou à huile, et donc il y avait plutôt une pénombre et pas une énorme lumière. À travers des siècles, l'époque baroque a aussi cherché à amener plus de lumière en ouvrant sur les bas-côtés de plus grandes fenêtres. Alors ça amène de la lumière à certains moments, mais pas en hiver quand il fait sombre. Et là, Jean-Marie Dutilleul, l'architecte qui a été responsable du nouveau mobilier de l'espace liturgique, était accompagné de 2 grands spécialistes. Pour la lumière, c'est Patrick Rimou, et puis pour le son, Alain Richon. Et ensemble, ils nous ont convaincus de revenir à une qualité de lumière artificielle très douce, de revenir à l'époque de la bougie. Alors aujourd'hui, on ne voudrait pas une bougie parce qu'elle met de la suie sur les murs et ça va assez vite salir tout ce qu'on vient de restaurer avec beaucoup d'amour. Et c'est donc juste des éclairages LED très chauds qui remplissent ce rôle de bougie. Ils sont positionnés sur les nouveaux bancs contemporains. Et puis, cette lumière-là nous éclaire quand on veut lire, elle éclaire nos visages pour qu'on puisse se reconnaître, et puis il y a encore un petit peu de lumière diffuse qui monte sur les voûtes à 15 mètres de haut au-dessus de nous, et qui les sort de l'ombre, des ténèbres, et qui amène un petit peu de lumière. Tout ça, ça donne une grande douceur, ça unifie l'ambiance à travers toute l'église, et là, cette équipe a fait un travail absolument remarquable qu'on a après dû mettre en scène, en place. Enfin, tu as évoqué les problèmes du son. Là aussi, ça a été un enjeu particulièrement important pour Hauterive. Le son, on en a peu parlé aussi, mais il y a eu une volonté, et ça c'est unique à cette échelle au monde même,
de ne pas avoir un son qui arrive par haut-parleur d'un endroit X de l'église, mais d'un son qui est proche des gens quand ils sont assis dans les bancs. Et donc ce sont des haut-parleurs qui vibrent dans les dossiers des bancs ou dans les mâts des lampes qui éclairent les bancs et la nef. Donc ces haut-parleurs-là, c'est une technologie de vibration assez intéressante. Chacun a une voix proche de lui, on n'entend pas venir de très loin. Par contre, ça impliquait des réglages assez fins et il nous a fallu presque 6 mois pour que ça marche bien. Mais depuis Noël, aussi bien la lumière que le chauffage, que le son marchent à satisfaction. Donc en résumé, pour diriger toutes ces professions, ces spécialistes, c'est un véritable travail de scénographe que vous opérez à Haute-Rive. Scénographe à la fois au sens de la muséographie et de la théâtralité, de la mise en scène dans l'espace. Il faut beaucoup de compétences pour tout ça. Qu'est-ce que tu conseillerais aux jeunes architectes ou aux personnes qui aimeraient se lancer dans ce travail de conservation, de restauration du patrimoine ? Alors moi j'ai commencé ma formation, j'étais passionné de logement social, de coopérative et je pensais faire toute ma carrière dans ce domaine-là. Assez vite j'ai construit des bâtiments écologiques, mais j'ai jamais construit un logement social alors que c'était ma passion première. Et puis un peu par hasard, mais aussi parce que le patrimoine et l'écologie vont bien ensemble, je me suis retrouvé à soigner, entretenir des bâtiments anciens. Ça demande beaucoup de retenue. L'architecte doit mettre pas mal de son ego de côté parce qu'il sert un bâtiment, il sert une histoire qui vient de loin et qu'on aimerait transmettre encore aux générations futures, et il doit se tenir pas mal en retrait. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas mettre des éléments contemporains du tout, il ne faut pas faire du faux vieux, mais c'est quand même le bâtiment et la force que dégage ce bâtiment qui doit nous guider. Et puis bien sûr, on doit répondre aux besoins des usagers. Si c'est des moines dont la liturgie a changé, on s'est engagé corps et âme dans cette direction, même si ça allait être en conflit avec certains dogmes de la conservation des monuments. À t'écouter, on a l'impression que tes convictions écologiques et ton intérêt pour le patrimoine, ce sont des choses qui vont de pair. Après oui, une conviction écologique profonde depuis ma jeunesse, et puis le patrimoine, il n'y a pas plus écolo. L'énergie grise pour le construire, elle a déjà été consommée il y a quelques siècles, et il suffit d'entretenir intelligemment, et ça permet de conserver ce patrimoine sans charger notre planète, sans avoir besoin de gaz à effet de serre et d'énergie grise. Concrètement, comment est-ce qu'on se forme aujourd'hui pour devenir architecte du patrimoine en Suisse ? Alors, dès le mois d'octobre, à la Haute École d'ingénierie et d'architecture de Fribourg, avec ma collègue Stéphanie Schwab, nous allons enseigner et nous avons monté un nouveau CAS, un certificat d'études avancées, dans le domaine de la conservation du patrimoine, de son adaptation aussi aux besoins futurs. Et ça commence en octobre, et ça dure 1 année, un vendredi sur 2. Donc, appel aux intéressés. Mais alors, une telle formation, c'est pas quelque chose qu'on peut faire seul. J'imagine que vous entourez de spécialistes pour le faire. J'ai un certain savoir. Je connais aussi d'autres artisans, des ingénieurs incroyables qui, je ne sais pas si j'ose le dire, mais qui s'en foutent des normes. Parce que ce qui compte, c'est est-ce que ça tient ou est-ce que ça ne tient pas ? Est-ce que ça tient avec un risque ? Ça tient sans risque ? Est-ce qu'il faut renforcer ou pas ? Et puis ça, le calcul ne nous permet pas toujours d'être aussi clair. Et là, l'expérience de certains ingénieurs est absolument fabuleuse. Donc ces gens-là, on a envie qu'ils partagent leur savoir avant qu'ils disparaissent de la planète professionnelle, ce qui nous pend tous au bout du nez. Donc les jeunes, oui, c'est un métier passionnant. C'est pas le même que le métier d'architecte qu'on apprend à l'école.
Donc on doit beaucoup se former sur le tas. J'ai parlé de cette formation à Fribourg qui peut donner des bases, mais après c'est quelque chose comme une passion où en permanence on s'intéresse, on fait des découvertes, on voit ce qui se passe dans un autre pays, on ne conserve pas le patrimoine de la même manière en France qu'en Allemagne qu'en Suisse. Les dogmes ne sont pas les mêmes. En Suisse, même si on a toutes les preuves, on est frileux, on n'ose jamais reconstituer quelque chose, mais des fois ça peut avoir un sens de reconstituer quelque chose. Donc voilà, ça c'est des choses passionnantes. Enfin, une dernière question. Est-ce que la communauté qui entoure l'abbaye d'Hauterive, les visiteurs, les fidèles, est-ce qu'ils sont contents de ce travail? Est-ce qu'ils viennent visiter l'abbaye? Oui, alors les frères sont très contents de ce nouveau dispositif. Ils avaient pu le tester dans une église provisoire pendant les 4 ans de chantier. Les fidèles sont nombreux à venir avec eux. Les gens qui cherchent du calme et de la sérénité sont aussi nombreux, mais depuis l'inauguration du mois de septembre, il y a eu des flots de touristes incessants. Ah, c'est magnifique, mais ça met un petit peu en péril le mode de vie des moines qui ont cherché à se reclure pendant des siècles à l'abbaye. Les moines ne cherchent pas à avoir des quarts de touristes qui viennent en permanence. Ils ont plutôt envie de rencontrer des gens qui sont en quête d'une certaine spiritualité ou sérénité. Pas nécessairement une spiritualité catholique, mais en tout cas une quête de quelque chose de profond qu'on peut trouver à Hauterive. Mais ça n'empêche pas qu'il y a des visites. Tous les samedis, on peut s'inscrire. Il y a des visites organisées et dirigées par des bénévoles qui entourent les moines. Dans quelques années, je ferai certainement partie de ces bénévoles quand je serai à la retraite. Eh bien, c'est ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup, Jean-Luc Rym, d'être venu vers nous pour ce premier podcast. Évidemment, vous trouverez sur espatium.ch les images, les plans qui accompagnent cet enregistrement, ainsi que les liens vers la formation que vous avez mentionnée à Fribourg. Merci beaucoup. Avec grand plaisir, merci. Architecture, ingénierie, paysage, urbanisme, patrimoine. Vous écoutez Baukultur Radio, des podcasts dédiés à la culture du bâti, à retrouver et écouter sur espatium.ch. Avec grand plaisir.